Bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement virtuel de l'École de la fonction publique. Mon nom est Myriam Montra et je suis la directrice générale de l'apprentissage à l'École de la fonction publique du Canada. I am joined by a group of remarkable speakers that have experience and deep knowledge of today's topic. But first, I would like to begin by acknowledging that the land on which I am today is the traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe people. For those of you who are on a different territory, please take time to acknowledge the territory you are on. I am pleased to introduce today's event entitled Understanding the United Nations Decade of People of African Descent. This event is presented in collaboration with the Federal Black Employee Caucus as part of the School Anti-Racism Series. On behalf of the school and FPEC, I would like to welcome you all to this event. Throughout the event, you may submit your questions by pressing the text bubble icon that is located in the top right-hand corner of your screen. Someone will monitor the inbox throughout the event. Pendant l'événement, vous pouvez soumettre vos questions en appuyant sur l'icône en forme de bulle localisée en haut de votre écran à droite. Now, let's get back to the topic at hand. In December 2014, the United Nations General Assembly proclaimed the International Decade from 2015 to 2024. The decade recognizes people of African descent as a distinct group whose human rights must be promoted and protected. It highlights the important contributions of people of African descent, and it provides a framework under the pillars of recognition, justice, and development that encourages countries to address anti-Black racism and discrimination. In 2016, the UNDPAD working group prepared a summary report on the state of Black people living in Canada. They met with representatives from several federal government departments and agencies, which resulted in 42 recommendations, including undertake impact-oriented activities in the framework of the International Decade. We are now halfway through the International Decade, and joining us today, we have 4 guests who will be speaking on this topic. To begin, each panelist will have 5 minutes to provide introductory remarks. Let's start with Mohamed Moussa. Mohamed is a program officer at the Canadian Commission for UNESCO. Over to you, Mohamed. Well, good afternoon, everyone, and thank you so much for having me with you this afternoon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Moussa et je suis le chargé de programme en sciences sociales, humaines et jeunesse à la Commission canadienne pour l'UNESCO. I'm so thrilled and honored to be with this wonderful group of panelists here this afternoon, and I really want to just quickly extend my thanks to the organizers on behalf of our commission. As Myriam mentioned, my name is Mohamed Moussa. I am the Program Officer for Social, Human Sciences and Youth with the Canadian Commission for UNESCO. My role here today will be just to give a little bit of introductory remarks and context on the International Decade for People of African Descent, to put things in a broader UN context and sort of talk a little bit about the role of our commission in advancing and celebrating the spirit of the International Decade, as well as trying to place it within the context and broader meanings of UN decades and what they mean for all of us. So just a really quick overview of our commission and the work that we do. The Canadian Commission for UNESCO supports the work of the permanent delegation to UNESCO, which is based in Paris, by providing recommendations and the perspectives of Canadians in fields linked to UNESCO. So essentially what we do is act as the primary link between UNESCO and civil society in Canada. Our roles, broadly speaking, are to ensure that Canadians' voices are heard on the international stage, to facilitate the execution and priorities of UNESCO objectives in Canada, to also form recommendations based on the expertise of Canadian civil society,
And finally, to serve as a forum for reflection and a catalyst for new ideas and in playing roles like this. So really all that to say, we are Canada's UNESCO representation, a vehicle for UNESCO's priorities and projects in Canada, and likewise a vehicle to take Canada's message to UNESCO on an international stage. What I'd like to really center my brief time on with you this afternoon is to situate ourselves in thinking about the UN decade for people of African descent, and doing so requires a bit of sort of understanding and knowledge of what UN decades actually are, why they matter. And so the special days, years, and decades that the United Nations proclaims are really intended to highlight concerns and raise awareness. One of the things that our Secretary General actually often says is that the UN doesn't really create a decade if everything is going well. It is considered, as a call to concerted and individual action around the world from governments, civil society, activists, academics, and citizens. It's also an acknowledgement that the concerns that are raised within the context of these decades defy quick fixes. They require long-term efforts to drive systemic, broad change. And so with broad participation and commitment, international decades can lead to real change. 3 consecutive international decades dedicated to fighting racism led to the 2001 Durban Declaration and Plan of Action, which also indirectly led to the establishment of this international decade for people of African descent. This was due primarily to a broad recognition by UN member states that as descendants and victims of the transatlantic slave trade or recent migrants, people of African descent have long suffered from multiple aggravated and intersecting forms of discrimination. Here in Canada, we can see the impact of the UN Declaration for the rights of Indigenous peoples, which came also after 3 international decades for Indigenous peoples. And so the International Decade for People of African Descent is born out of serious concern about anti-Black racism and discrimination. And as Miriam mentioned in the introduction, the theme for this decade is recognition, justice, and development. So Canada officially recognized the International Decade in 2018. And I'm sure Wayne, one of our panelists, will discuss this more, but Nova Scotia actually became the first legal jurisdiction to officially implement an action plan related to the International Decade. So that's just to give the sort of pan-Canadian context of this. Now, when the Government of Canada formally recognized the International Decade in 2018, one of the things that they committed to doing was to improve data collection and research with respect to Black Canadians. Obviously, the diversity of Canada's Black immigrant population is reflected partly in the slide that I'm sharing right now, where you can see the different percentages of Black immigration to Canada. This graphic is also another demonstration of the importance of the decade in Canada, with over 45% of Black immigrants landing in Canada having been African-born themselves, with many more obviously carrying more distant generational descendants. And so as a commission, one of the things that we continue to be driven and compelled by is the report of the UN Working Group of Experts on People of African Descent. Grand part du groupe de travail qui a fait sa visite au Canada en 2016 dans le cadre de la décennie internationale. Et malgré la réputation du Canada pour la promotion de la multiculturalisme et la diversité et ses efforts contre le racisme, nous sommes très préoccupés contre la situation des citoyens d'origine africaine. La marginalisation envers les Autochtones du Canada a une incidence sérieuse sur les gens de descendance africaine ici qui doit être abordée en partenariat direct avec les collectivités. Ce rapport que vous connaissez tous maintenant nous montre que les populations noires au Canada continuent d'être ciblées de façon injuste et on exerce une discrimination contre eux, ce qui est chose très familière, mais aussi dans le contexte actuel dans lequel nous sommes de la COVID-19 pour ce qui est des résultats de santé et de la surreprésentativité de la population noire parmi les victimes de la COVID. Et finalement, le dernier élément que je veux mentionner, c'est que l'un des rôles comme commission nationale, c'était que nous fournissions
un appui et un rôle dans la célébration et de l'avancée et l'esprit d'une telle décennie. Nous avons eu l'occasion de le faire dans une soumission au Commissariat des Nations Unies sur les droits de la personne, document qui a été soumis ce printemps, qui visait à résumer notre contribution comme Commission nationale, mais aussi de parler de ce qui se passe un peu au Canada et qui contribue à la décennie internationale. Donc, à titre de Commission nationale, nous avons l'occasion de promouvoir 2 publications au Canada. On a partagé les perspectives et des narratifs au sujet de gens de descendance africaine qui parlent de cette décennie internationale, que ce soit des écrivains, des artistes, des universitaires, et nous travaillons étroitement avec des partenaires sur un projet sur le profilage racial et social, ainsi qu'avec des organismes dirigés par des Noirs qui, comme vous le savez, font ce genre de travail et continuent à être des chefs de file en la matière. Donc, pour terminer là-dessus, notre rôle comme Commission nationale est de faire avancer, de célébrer et d'inciter à des mesures concrètes pour faire avancer les messages clés de la décennie internationale pour les gens de descendance africaine. Vous avez là un survol de ce que nous faisons à la Commission canadienne de l'UNESCO et nous espérons vous donner par cela une contextualisation de la décennie dans un contexte plus large. Myriam, à vous. Merci, Mohamed. Donc, nous allons passer maintenant à Liv Kamaniana. Elle est gestionnaire de l'évaluation Ressources naturelles Canada. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être invitée pour cet événement. C'est vraiment avec plaisir que je vais vous parler en quelques mots de ce que je fais et surtout des organisations dans lesquelles je m'implique. Comme Myriam l'a dit, je suis gestionnaire dans la fonction publique fédérale depuis près de 20 ans et je suis membre du caucus des employés fédéraux noirs. Je suis aussi une citoyenne impliquée dans ma communauté pour plusieurs causes, dont la cause des jeunes et le développement durable. Comme personne noire, je suis sensible à la reconnaissance des compétences et à la représentativité des Canadiennes et des Canadiens noirs dans les emplois en général et en particulier dans les postes de leadership, dans les services publics et dans les sociétés d'État. C'est ce qui m'a amené à fonder LeaderPol, Leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine, dont j'assume la présidence du conseil d'administration. Depuis 2019, LeaderPol a reçu l'appui du milieu canadien. D'un océan à l'autre, il a compté sur plusieurs partenaires, dont la Commission canadienne pour l'UNESCO, l'Institut sur la gouvernance et bien sûr le caucus des employés fédéraux noirs. LeaderPol célèbre la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, comme on vient de le dire, proclamée par l'ONU de 2015 à 2024. Sous le volet reconnaissance de cette décennie, LeaderPol travaille avec les dirigeants des différentes instances gouvernementales pour que les institutions locales, provinciales et nationales soient totalement aptes à appliquer, à surveiller et à adapter les lois et les politiques pour qu'elles les représentent et répondent aux besoins des Canadiennes et Canadiens noirs. Ces lois et politiques sont en matière d'emploi, en éducation, en santé, en logement et surtout en matière de droit à la pleine participation active dans la gouvernance de notre pays et dans la prise de décision. Sous le volet développement de la décennie, LeaderPol encourage et sensibilise les personnes issues des communautés noires pour qu'elles participent dans le fonctionnement des lois, des politiques qui guident notre quotidien. Nous les encourageons à s'impliquer, à se lancer en politique, à solliciter des postes à la tête de sociétés d'État et dans la magistrature en tant que juges. Nous sommes convaincus que quand la gouvernance canadienne reflètera la diversité canadienne, les lois et les politiques qui nous gouvernent seront plus adaptées aux communautés noires pour contrer le racisme et la discrimination systémique. Vous savez, au Canada, nous sommes 1,2 million de personnes noires d'ascendance africaine avec des origines lointaines ou récentes de différents continents, dont l'Amérique et l'Afrique. Nous parlons français et anglais. Nous avons des diplômes collégiaux et universitaires.
Nous avons acquis des expériences variées au niveau national et international. Cependant, notre présence dans les postes nommés à la discrétion des gouvernants reste à désirer. Notre représentation dans les 2 chambres au Parlement canadien et dans les assemblées nationales des provinces et des territoires et dans les conseils municipaux des villes est un défi encore à relever. Ensemble, nous avons encore du travail à faire pour la surveillance des résultats des instruments de politique. Il reste beaucoup à faire pour une reddition de comptes transparente des lois et des politiques qui nous gouvernent en ce qui concerne leur réponse aux besoins des communautés noires. Il est désolant de constater aujourd'hui que les chiffres pour juger de la performance de nos lois sur l'équité en matière d'emploi soient encore le nerf de la guerre, et ce, à tous les niveaux de la gouvernance canadienne. C'est dommage que certaines instances gouvernementales et certains leaders politiques refusent encore aujourd'hui de parler de racisme et de discrimination systémique. Il faut noter cependant que les leaders sont en grand nombre à reconnaître que le racisme et la discrimination à l'encontre des Noirs sont profondément ancrés dans certaines institutions du pays et qu'ignorer ce fait est une posture de déni. Comme l'a souligné l'ancienne gouverneure générale, Mme Michaëlle Jean, le déni du racisme et de discrimination systémique n'aide pas du tout. Notre société ne peut pas y trouver solution si les leaders nient son existence. Je crois qu'il serait du leadership exemplaire si la lutte contre le racisme et la discrimination systémique était portée par les grands leaders du Canada. Il s'agit de nommer les personnes noires dans l'équipe proche, par exemple, de la gouverneure générale, du Premier ministre du Canada, des premiers ministres des provinces et des territoires, des députés, des membres des conseils municipaux, des hauts dirigeants et dirigeantes des services publics. Ces postes autour des grands leaders sont visibles et sont impliqués dans la prise de décision. Ils constituent des symboles du changement systémique que nous visons ensemble comme société. Ce serait une action de reconnaissance des compétences des personnes noires. Nous sollicitons donc ces grands leaders gouvernants à prendre action dès maintenant pour embaucher les personnes noires comme chefs de cabinet, sous-ministres, sous-ministres délégués, président directeur général d'une société, par exemple comme Radio-Canada, président d'un comité ad hoc d'une commission spéciale, directeur général d'une ville, chef de police, gestionnaire des services importants, conseiller spécial. C'est étonnant qu'en 2020, Mme Caroline Xavier soit la seule personne noire à être nommée sous-ministre déléguée dans la fonction publique fédérale. C'est la première fois dans l'histoire canadienne qu'une personne noire occupe un poste aussi élevé dans la fonction publique fédérale. Regardez, j'ai pris le temps de jeter un coup d'œil à la direction des sociétés d'État. C'est encore désolant de constater que les communautés noires ne soient pas représentées. Par exemple, la direction de Radio-Canada, CBC. On voit qu'il y a vraiment un leadership culturel non inclusif. Notre système public, truffé de discrimination, ne peut pas changer s'il ne commence pas par une gouvernance inclusive dans nos institutions. Ce coup d'œil à Radio-Canada m'a permis de constater avec joie la parité homme-femme. Vous savez, c'est en 1975 que l'Organisation des Nations Unies a nommé l'année internationale des femmes. Depuis, saluons les progrès réalisés par les femmes et pour nous les femmes. Mais n'oublions pas l'effort et la collaboration qui ont été investis et continuent de l'être par toute la société canadienne. C'est cet effort que nous demandons pour la communauté noire canadienne. Les leaders gouvernants ont le pouvoir discrétionnel de nommer les juges, les chefs de police dans leurs instances gouvernementales. De telles nominations dans le système de justice sont une représentation positive des communautés noires. Il faut des lois et des politiques qui cassent le profilage racial que vivent les personnes noires, Canadiens et Canadiennes. Les personnes noires sont près de 20 fois plus susceptibles d'être abattues par des policiers de Toronto que les personnes blanches. Le rapport d'un groupe de chercheurs indépendants réalisé à la demande du Corps de police de Montréal en octobre 2019 montre que les jeunes noirs risquent 5 fois plus d'être interpellés que leurs copains à la peau blanche. Nous sommes à la croisée de chemin. Ce sont nos choix quotidiens qui vont être la lumière à nos voisins du Sud, car les populations noires canadiennes sont leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins. Peu importe notre couleur de peau, nous sommes tous des frères, citoyens et citoyennes du monde.
Je partage le rêve avec vous, le même rêve que vous. Ce rêve que l'histoire de George Floyd, Jacob Blake chez nos voisins, et chez nous au Canada, celle de Raymond Lawrence, Andrew Locke, Abdrahim Abdi, André Campbell, que toutes ces histoires fassent partie du passé des interventions policières violentes. Je partage ce rêve avec vous, que le futur soit une période de travail collectif contre le racisme et la discrimination systémique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olive. Thank Now over to Wayne Hamilton. Wayne. Passons à Wayne Hamilton, directeur général des affaires afro-néo-écossaises. Wayne, à toi. Sorry, Wayne, Wayne, votre micro est en sourdine. Veuillez m'excuser. Je voulais vous dire que je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de présenter ce que nous faisons ici en Nouvelle-Écosse et je remercie les organisateurs de m'avoir accordé cette tribune pour parler du travail fait en Nouvelle-Écosse. Mais j'aimerais débuter en disant qu'ici en Nouvelle-Écosse, nous avons essayé d'améliorer la situation des néo-écossais d'origine africaine avant même la décennie. Quand mon bureau a été créé en 2007, il avait un mandat très clair de créer de meilleures relations avec la population noire et avec d'autres organisations communautaires qui existent ici. Nous avons profité de l'occasion pour examiner le libéré aspirationnel de la décennie pour les traduire en résultats concrets et tangibles. Le document que je partage avec vous ne vient donc pas seulement du bureau que je représente, mais aussi fait état de tout le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Le plan DIPA, nous voulons que, on veut plus dire que nous avons une vision sur ce que la décennie doit nous apporter, savoir l'occasion que les néo-écossais d'origine africaine puissent prospérer, avoir un accès équitable à toutes les facettes de la société néo-écossaise. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Nous voulons aussi promouvoir le même genre de compréhension par rapport aux 3 piliers de la décennie. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on fait en Nouvelle-Écosse ici, mais je voudrais mentionner quelque chose que nous avons dans notre document. Le premier pilier, c'est la reconnaissance, et nous, c'est l'occasion de mettre en vedette l'histoire africaine en Nouvelle-Écosse qui a besoin d'être plus largement comprise et auprès de toute la population. Donc, dans le système scolaire ici, nous avons changé les curriculums pour nous assurer que la mention du groupe néo-africain écossais est mentionnée partout dans le primaire. Et nous voulons célébrer le patrimoine africain en février, mais ici, on parle d'autre chose, c'est-à-dire BF, c'est-à-dire au-delà de février, un petit jeu de mots en anglais, et nous voulons nous assurer que nous portons cette idée de patrimoine au-delà du seul petit mois auquel il est confiné, donc dans tous les autres 11 mois, pour pouvoir parler et mener des activités qui font état de qui nous sommes comme peuple. Nous avons également profité de l'occasion pour jeter un coup d'œil sur les données numériques et la recherche pour nous aider à mieux saisir ce que l'on peut faire pour combattre le racisme sous toutes ses formes. Alors, ces initiatives ne viennent pas seulement de mon bureau, mais de tous les secteurs du gouvernement. Quand on a regardé le deuxième pilier, la justice, on a décidé qu'on voulait aller un peu au-delà du mot justice pour aller vers ce qu'on appelle la justice sociale et tirant notre leçon de ce qui est arrivé à Viola ici et aussi sur l'enquête qu'il y a eu en Nouvelle-Écosse. Tout cela, c'est pour dire qu'il nous faut faire un meilleur travail de
placer les résidents dans cette histoire pour qu'on ait une approche humaniste vers le travail qu'on fait. Sur cette note, nous avons pu établir des relations et des partenariats avec divers groupes communautaires. Nous avons travaillé avec des gens pour développer ce que nous appuyons, des services familiaux plus culturellement pertinents. Ici, dans la province, nous essayons de nous assurer que nous saisissons autant que peut se faire les voies rurales aussi, et pas seulement les voies urbaines de Halifax. À cette fin, nous avons monté ce qu'on appelle des partenariats d'action communautaire. Chacune des régions ici en Nouvelle-Écosse a un rassemblement d'organismes qui siègent ensemble collectivement. Ce n'est pas une question de concurrence, là, mais de travailler en collaboration. Donc, notre bureau a pu utiliser ces occasions-là pour que les communautés aient, que les ministères, par exemple, puissent faire des visites communautaires et traiter des questions en direct là où ils se trouvent plus à l'aise. Donc, on se dit, le bureau du gouvernement ne devrait pas être là, dans le bureau où il est logé, mais dans les communautés où nous vivons. Et le gouvernement devrait essayer de trouver des façons pour se pointer auprès des gens dans leur collectivité plutôt que de les convoquer dans leur bureau. Je vais terminer rapidement parce que c'est important d'avoir un peu de dialogue entre nous, mais je voudrais toucher sur le dernier pilier qui est le développement. Nous croyons que cela est un fondement important et fait partie de ce que nous avons laissé comme legs lorsque cette décennie sera écoulée. Dans la notion de développement, on veut réduire les écarts, notamment dans celle entre l'éducation et l'apprentissage de toute la vie. Nous essayons de relier le primaire, le secondaire et l'éducation supérieure. Beaucoup d'institutions ont cette idée d'être reliées au parcours de vie et d'avoir les appuis. On veut les placer là où, les appuis là où c'est nécessaire. On a décidé d'avoir un emploi robuste d'emploi et l'intention étant de nous assurer que l'on pour voir le plus de parcours possible pour l'emploi pour tous les Néo-Écossais d'origine africaine. Nous nous sommes reliés à des organismes communautaires qui essayent de promouvoir la santé et le bien-être et nous serons bientôt en position d'obtenir des données avec identification raciale pour pouvoir mesurer les effets de différentes politiques en matière de santé et de services sociaux mieux que ce qui se fait maintenant. Donc voilà les piliers que nous avons rassemblés dans cette décennie et ce signe joue le rôle de phare pour nous en Nouvelle-Écosse. Comme je l'ai dit, nous essayons de vivre cela ou de faire évoluer ça pour laisser un leg qui dirait que le DIPA nous donne un fondement sur lequel construire et parce que le projet relève du sous-ministre, les sous-ministres en fait, et d'autres hauts fonctionnaires qui siègent à d'autres groupes. Ils peuvent créer les bons espaces pour les organismes, permettre aux organismes communautaires d'être liés à nous. En terminant, je voudrais mentionner que le 19 septembre, ce sera le premier anniversaire de notre plan d'action et notre espoir, c'est que nous pourrons retourner vers le gouvernement en leur donnant une analyse critique de toutes les mesures que nous avons essayé de faire dans tout l'ensemble des ministères, mais aussi avec des séances d'information auprès des communautés de néo-écossais d'origine africaine au sujet de ce qu'on fait dans nos partenariats et ce que l'on signale comme les bonnes choses à faire pour le gouvernement. Et finalement, nous allons faire savoir au sous-ministre que les lettres de mandat à l'avenir pour les ministres devraient faire référence au soutien aux communautés et que cela fera partie de leur mandat, c'est-à-dire qu'ils participent dans
les groupes de travail sur les enjeux touchant les citoyens néo-chrétiens d'origine africaine. Ensuite, il y a des enjeux qui touchent l'ensemble de tous les ministères dont il faut s'occuper. Ça, c'est un petit aperçu du genre de choses qu'on fait dans la province de Nouvelle-Écosse. Je vais maintenant vous remettre la parole, Myriam. Merci, Wayne. Le dernier, mais non le moindre, Anthony Morgan, qui est directeur de l'unité de lutte contre le racisme envers les Noirs à Toronto. Allez-y, Anthony. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Merci. Je suis d'accord avec les autres panélistes et merci aux organisateurs de nous avoir réunis et de participer à cet échange important. Merci aux conférenciers de leur présentation qui nous ont fait comprendre leurs travaux et dans quelle mesure c'est lié à la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations unies. Et c'est un honneur pour moi de participer à cette conversation. Merci de m'avoir invité. Je suis très emballée par cette discussion car j'ai eu l'occasion de participer à certaines des activités menant à la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. J'étais à New York lorsque l'Assemblée générale a annoncé la venue de cette décennie. J'ai également eu l'occasion d'être présent à nouveau aux Nations unies à New York lorsque le monument permanent aux victimes de l'esclavage transatlantique a été érigé en 2015. Et ça, c'était également lié à la décennie internationale. Et j'ai pris connaissance de certains rapports de société qui fait que le Canada s'était engagé à protéger les droits des personnes d'ascendance africaine au Canada. Tout ça pour dire que la décennie et les dialogues y afférents me touchent. Je suis convaincue que dans le cadre de cette décennie, on pourra apporter des changements et mettre de l'avant des projets de reconnaissance, de justice et de développement pour la protection des droits de personnes d'ascendance africaine au Canada. C'est au cœur du problème. On entend le Haut-Canada et je pense qu'on a tendance à réduire la part, la perception des activités pour les personnes d'ascendance africaine. Socialement, notre conscience sociale ou collective comme Canadiens nous dit que les Noirs sont arrivés dans les années 60 ou 70. Cela ne représente pas l'histoire des personnes noires au Canada. Cette histoire remonte à 1604, 1608. C'est Matthew d'Acosta qui est tout d'abord arrivé ici. Having a presence, and despite that, nous sommes présents donc depuis ce temps-là et on continue quand même à lutter pour se faire entendre, pour avoir les ressources nécessaires et le soutien nécessaire. Donc, la décennie internationale nous donne tous à nous, fonctionnaires, d'amener le Canada à concrétiser ses idéaux. Je peux vous parler de la création de cette unité de lutte contre le racisme. Wayne, il y a beaucoup de gens qui voient un écran noir. Donc, voilà. Allez-y, Anthony. Merci. Et donc, dans l'unité de lutte contre le racisme, ce n'est pas issu, en fait, de la décennie.
mais on y retrouve le même esprit et les mêmes objectifs. On veut éliminer le racisme contre les Noirs qui se manifeste dans l'emploi, l'éducation, le logement, la santé, la police, le système judiciaire et la mobilisation sociale. Notre plan d'action dans la ville de Toronto est le seul à notre connaissance en Amérique du Nord, peut-être même au monde, où la ville de Toronto a officiellement adopté un plan d'action qui présente des mesures concrètes pour apporter du changement. C'est un plan quinquennal, mais l'équipe avec qui je travaille a un bureau permanent à la ville de Toronto. On a donc les ressources nécessaires pour lutter contre le racisme envers les Noirs. Vous comprenez ça comme fonctionnaire. Souvent, on parle de diversité, d'inclusion, d'équité, de relations raciales, d'équité raciale. Bon, je ne veux pas dire que ces vocables ne sont pas importants. Ils s'inscrivent dans une approche de droit de la personne, mais quand on parle de lutte contre le racisme, on parle de priorités différentes. Et la ville de Toronto a cru bon d'utiliser les mots lutte contre le racisme envers les Noirs plutôt que de diluer ce concept. Donc, la ville reconnaît maintenant qu'il faut lutter contre le racisme envers les Noirs. Il n'y a pas que les Noirs qui sont mal à l'aise là-dedans, mais les gens en général dans la société, car on est tous touchés par ça et on voulait un langage qui reflète cela. Donc, on a adopté le nom Unité de lutte contre le racisme envers les Noirs. J'ai hâte de partager notre expérience avec vous et d'inscrire cela dans le cadre de la décennie internationale. Je ne veux pas semer la confusion, mais sachez que oui, j'ai participé au lancement de la décennie, mais ce n'est pas parce que j'étais à New York. En fait, je faisais déjà de la défense des droits de la personne et je me suis dit, je peux prendre ce qui se retrouve dans la décennie, les principes qui se retrouvent dans cette décennie internationale et rendre cela plus concret au sein de la ville de Toronto. Voilà donc, et j'ai hâte d'échanger avec ces grands panélistes. Myriam, vous êtes en mode sourdine. Il y a un petit retard là, lorsque l'on enlève la sourdine. Alors, je vous remercie, Wayne, et je remercie tous les panélistes pour ces réflexions et ces matières à réflexion pour nous tous. Je veux également profiter de l'occasion pour vous présenter Richard Sharp, cofondateur de EdBack, et il sera là pour répondre à vos questions pendant tout l'événement. Bienvenue, Richard. Cela étant dit, entamons le bal. J'ai une question pour Anthony. Le commerce d'esclaves transatlantiques faisait partie de l'époque pré-confédération. Of African descent. Est-ce que la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations unies est un redressement? Et si c'est le cas, dans quelle mesure est-ce que c'est le cas? Ben, merci pour la question. Oui, la décennie internationale demande qu'il y ait des recours. On ne précise pas s'il doit y avoir des dommages-intérêts, mais il y a divers ordres de gouvernement, y compris le gouvernement du Canada, qui doivent y participer.
On parle ici de programmes d'activité. Si vous voulez en savoir plus sur la décennie internationale, vous n'avez pas à commencer à la case de départ. Il y a des programmes d'activité qui décrivent les mesures. C'est un document quand même assez volumineux qui présente beaucoup de contenu, mais on y trouve des recommandations qui devraient être adoptées, entre autres. On doit parler davantage des recours en vertu de la décennie. Est-ce qu'on parle d'un chèque, d'une rétribution financière, d'impacts sociaux? La liste n'est peut-être pas complète, mais on parle de divers recours. On pourrait commencer par une excuse du gouvernement canadien d'avoir participé à ce commerce transatlantique des esclaves, de l'esclavage. Et on devrait mettre sur pied des organes universitaires, gouvernementaux, appuyer les écoles pour qu'il y ait davantage de contenu provenant de l'ascendance africaine. Il y a d'ailleurs un rapport du groupe de travail des Nations unies où on parle des personnes d'ascendance africaine et, comme on l'a dit plus tôt, ils ont visité plusieurs communautés où il y a des personnes noires pour voir quelles activités devraient être mises de l'avant. Donc, est-ce que ça répond à votre question? En partie. Il faut surtout avoir du financement et des organisations traiter avec des familles d'ascendance africaine qui ont été touchées par le commerce d'esclaves transatlantiques ici au Canada. Mais il faut surtout promouvoir et protéger les droits des personnes d'ascendance africaine. Je ne veux pas m'éterniser, mais je voudrais vous en dire un peu plus. On nous demande souvent, bon, ça veut dire quoi la participation du Canada dans le commerce des esclaves transatlantiques? Les premiers esclaves sont arrivés environ à 1628 et ça a été aboli environ en 1834. C'est donc plus de 200 ans de traite d'esclaves. Donc les gens d'ascendance africaine ont été ici plus longtemps que la création des États, entre guillemets, canadiens. Et il n'y a même pas eu d'excuse pour cette participation au commerce des esclaves. Donc, il faut ne pas oublier plus d'un siècle de vente d'esclaves où on les a battus et tués dans la totale impunité. Donc, si on veut être sérieux quand on parle de nos valeurs et de la Charte des droits et libertés, il faut quand même prendre cela en compte. Voilà, c'est tout. Merci, Anthony. On a parlé qu'on pourrait avoir une agence pour les Noirs et les gens d'ascendance africaine. Si on avait une telle agence, de quoi elle pourrait avoir l'air si elle était mise sur pied, Wayne? En fait, le gouvernement fédéral peut repenser à la création d'une telle entité. Les provinces ont des résidents d'ascendance africaine. C'est donc l'occasion en or de mettre sur pied des petits bureaux régionaux ou locaux. Et ces bureaux pourraient servir à mettre de l'avant des mesures gouvernementales. Et il pourrait y avoir un dialogue, la création de partenariats et de la collaboration. Il y a certaines tables FPT. Il faudrait peut-être donc harmoniser
les efforts avec ces organismes pour mettre sur pied une nouvelle agence pour qu'on fasse le lien avec les citoyens d'ascendance africaine, quelle que soit leur province de résidence. Souvent, les gens disent, pourquoi on a maintenant en Nouvelle-Écosse un bureau législatif? Ben, c'est parce qu'en Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l'époque s'est rendu compte qu'il ne faisait pas un bon travail pour maintenir les liens avec la communauté et voulait vraiment avoir de meilleurs rapports avec la communauté d'ascendance africaine. Je crois qu'il revient au gouvernement fédéral de penser à la création d'une telle agence. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas possible parce que XYZ. Je pense qu'on ne devrait pas dire pourquoi on ne va pas en avoir, plutôt réfléchir au pourquoi on devrait avoir une telle agence. Myriam, vous êtes en mode sourdine. Bon, j'ai des problèmes avec l'écran. Avant de donner la parole à Olivia, je rappelle aux participants qu'ils peuvent soumettre leurs questions en cliquant sur l'écran dans le coin supérieur droit. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivia? Le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral, a déjà les meilleures pratiques. Écoutez, ce n'est pas les premiers enjeux que nous avons dans ce pays. Nous avons l'exemple des institutions qui s'occupent des Premières Nations. C'est vrai, ce n'est pas les mêmes enjeux, mais ça reste des enjeux encore, des enjeux à fixer. Donc, on peut déjà aller voir ce que nous sommes en train de faire, par exemple, avec les institutions qui s'occupent de Premières Nations et apprendre, avoir des leçons apprises. Avec mon domaine d'évaluatrice, évidemment, ça revient au rebond. Donc, ce serait intéressant de voir, d'utiliser déjà les meilleures pratiques que nous avons. Je pense que c'est la meilleure façon de répondre aux enjeux aujourd'hui, c'est vraiment de créer une institution. Et l'institution, ça a été prouvé que c'est la meilleure façon de s'occuper du problème de façon très pointue. Sinon, quand on laisse le problème à plusieurs ministères, à plusieurs agences et à plusieurs institutions, on finit par ne pas avoir la responsabilité et l'imputabilité. Donc, cette institution-là commencerait par avoir un leadership exemplaire qui serait formé par les personnes d'ascendance africaine. Ça, c'est la première importance pour moi parce qu'il ne faut pas vouloir faire les choses autrement. C'est très important que ces personnes-là fassent partie des gens qui trouvent les solutions aux problèmes. L'autre côté, c'est aussi de s'assurer que cette institution, cette organisation, cette unité soit de façon claire, branchée sur ce que les autres ministères font, c'est-à-dire, par exemple, en matière d'immigration, parce que les gens arrivent souvent de l'extérieur. Il y a des gens qui arrivent, qui sont déjà ici. Ça, c'est des enjeux que nous devons nous occuper. Mais aussi, il faut s'occuper des enjeux à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de cette entité-là, le ministère de l'immigration, le ministère de la sécurité. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une sorte de collaboration avec ces entités-là qui existent déjà. Et de l'autre côté, je dirais, sur le côté international, comme j'ai mentionné dans ma présentation, les personnes d'ascendance africaine viennent de deux continents de façon majeure. Il y a le continent africain et il y a aussi le continent américain. Donc, il faut s'assurer que les relations internationales du Canada soient visiblement et clairement liées à cette réalité. Parce qu'on ne peut pas résoudre le problème seulement au Canada. Il faut aussi penser dans nos relations internationales, dans nos politiques internationales. Comment est-ce qu'on s'assure que la question des personnes d'ascendance africaine soit traitée de façon holistique, comme on dit, de façon globale. Donc, il faut vraiment s'assurer que le centre de cette institution soit pas juste un centre concentré sur l'enjeu pointu ici aussi, mais aussi il faut penser au niveau des autres ministères, la collaboration. Il faut aussi penser même au niveau affaires intergouvernementales. Comment est-ce que cette organisation-là va s'assurer qu'elle travaille avec les provinces? Parce que ça ne sert à rien de résoudre une petite chose et puis par la suite avoir tous les problèmes et qui restent en fait à fixer, comme on dit. Donc, je pense qu'il est temps
que cet organisme et cette organisation existent, mais qu'elle puisse travailler avec les autres et qu'elle soit aussi basée sur les meilleures pratiques qui existent. Et meilleures pratiques, c'est-à-dire sur ce qui a très bien marché, par exemple pour les Premières Nations, et sur aussi ce qui n'a pas bien marché pour ne pas répéter la même chose. Merci beaucoup, Olive. So we're going to try to move a little faster. So Mohamed, On va essayer d'accélérer le processus. Mohamed, est-ce que vous avez des commentaires? J'abonde dans le sens des autres panélistes. Je voudrais vous faire part de 2 points. Tout d'abord, je voudrais revenir à ce que Wayne a dit. Il faut réimaginer le tout. C'est nécessaire si on veut avoir une agence fédérale avec un tel mandat. Il faut se poser la question, nous, ensemble. Ce n'est pas une question de ressources ou de moyens, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut faire une introspection? Regardez ce qui s'est fait ailleurs, par exemple en Nouvelle-Écosse, et tirer le champ de cela et dire on veut avoir des résultats concrets. Et je veux donner suite à ce qu'a dit Olive. On parle de multilatéralisme entre les institutions. Il y a des rapports à créer là. Pour ce qui est des décennies internationales, la coopération internationale est cruciale. On a tellement à apprendre d'autres pays, d'autres points de vue. Et lorsqu'on parle de la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine, il faut vouloir regarder ailleurs, accepter, être ouvert à la critique et réfléchir sérieusement à ce que nous voulons accomplir. Oui, la coopération internationale et multilatérale est très importante. Merci, Mohamed. Anthony, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Quel que soit le mandat d'une telle agence, et oui, on devrait avoir une telle agence. The focus is always the 3 T's. L'important, c'est les calendriers, les cibles et le talent. Qui travaillera au sein de l'organisation? Comme on l'a dit, ça prendrait des personnes d'ascendance africaine, ça prend des calendriers pour assurer que des progrès sont accomplis en un certain temps. Et il faut que ce soit opportun. Et il faut couvrir tous les secteurs, le logement, l'éducation, la santé, la justice. Et cette agence doit pouvoir dire, voilà ce qu'il faut faire pour réduire les disparités pour ces collectivités qui vivent partout au pays. Et avoir une bonne analyse contre le racisme envers les Noirs, ça, c'est essentiel. Il y a des questions qui sont plus controversées. Quand on lance de telles initiatives, il y a certainement des gens qui peuvent être noirs, passionnés par le travail, mais ils n'ont pas la formation ou l'expérience nécessaire pour mettre de l'avant des projets de lutte contre le racisme envers les Noirs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas qualifiés, mais il faut se rappeler que oui, vous avez peut-être un rôle à jouer, mais pas au sein de la direction ou de la gestion. Ça prend des gens qui ont les compétences et l'expérience nécessaires en matière de lutte contre le racisme envers les Noirs, de l'expérience sur les écarts, les inégalités. Il y a des gens qui seront fort zélés, qui auront l'intérêt, mais qui n'auront pas nécessairement les compétences nécessaires pour faire partie de la direction ou de la gestion d'une telle agence. Merci, Anthony. Avant de passer aux questions des participants, j'ai une question pour toi, Richard. D'après toi, que pourrait inclure un plan national de la fonction publique en la matière? Merci, Myriam, et merci à tous les participants, Mohamed, Olive, Anthony. C'est merveilleux de participer à cet échange. Et ça fait 2 ans et demi qu'on travaille fort dans le cadre de la décennie.
La question est bonne. Ça porte sur un plan d'action, n'est-ce pas? Un plan d'action qui découlerait de cette décennie. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Ça devrait être mené par des Noirs. Cette agence devrait être dirigée par des administrateurs noirs. Comme le disait Anthony, il ne suffit pas d'être noir. Il suffit de personnes qui ont de l'expérience et qui peut diriger une telle agence et mener des échanges difficiles au niveau de la haute direction et ne pas avoir peur de s'exprimer. Le gouvernement du Canada doit préparer un plan d'action à l'interne et à l'externe pour examiner les lois qui empêchent l'équité et la protection ou la promotion des droits des Noirs, comme la loi sur l'équité. Il faut également s'inspirer des recommandations du groupe spécial des Nations unies. Les gens d'ascendance africaine doivent être considérés comme un groupe distinct, comme l'a dit Anthony et Mohamed. Écoutez, l'histoire nous montre que l'esclavage a été entamé il y a très longtemps et la loi sur l'équité en matière d'emploi ne suffit pas et c'est la raison pour laquelle on est souvent laissé pour compte. En matière de justice, on parle de réforme de la justice. Les gens sont souvent touchés indûment. Le ministère de la Justice a été mis sur pied il y a 150 ans pour que le Canada demeure blanc. Et à ce jour, on voit la répercussion de cette loi ancienne. Comme d'autres participants l'ont dit, Douane et autres, il faut adopter des mesures positives, regarder les cibles et les résultats escomptés pour les employés noirs et les personnes noires de ce pays. Ça ne prend pas des petites activités ponctuelles qui ne sont pas financées sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle la création de cette agence est une très bonne idée. Naturellement, il faut mobiliser tous les gens, y compris ceux qui en ont vraiment besoin, les gens d'ascendance africaine à la fonction publique ou ailleurs, qui doivent être mobilisés et participer à la conception de ces activités, comme on l'a fait en Nouvelle-Écosse, comme nous l'a dit Wayne. Les personnes noires doivent garantir le succès de ces projets et activités. On a vu par le passé une approche plus colonialiste qui renforçait souvent le racisme. Je suis heureux de dire que le greffier du conseil privé nous a dit qu'on fera partie de l'élaboration d'un plan d'action élaboré par la fonction publique. Et finalement, et c'est peut-être là l'élément le plus important pour moi, et il faudrait l'avoir à l'esprit, et il faut qu'il y ait la présentation de rapports qui découlent des plans d'action avec les cibles, les mesures, la représentativité. Il faut faire rapport aux députés, au caucus, au président du Conseil du Trésor et même au premier ministre. Ce rapport s'adresse aux Canadiens et Canadiennes pour que les citoyens et citoyennes voient ce qu'on fait pour appuyer cette lutte. Donc, je serai plus qu'heureux de répondre à vos questions. Merci, Richard. C'est fantastique. Et donc, on va maintenant répondre aux questions des participants et participantes. Il y a ici une question qui s'adresse à vous tous. La question est la suivante. Que peut faire le gouvernement canadien pour maintenir le dialogue dans le cadre de la décennie pour les personnes d'ascendance africaine? Comment on peut poursuivre le dialogue après la fin de la décennie? Merci. C'est une excellente question. Ici, on parle d'une agence fédérale. Ça pourrait nous permettre de poursuivre le travail de la décennie au-delà de la décennie. On parle de cette décennie, mais on parle également d'enjeux
qui n'ont pas lieu seulement sur une période de 10 ans. Il s'agit d'enjeux qui perdurent depuis longtemps et qui continuera de perdurer bien après la fin de la décennie. On parle d'un plan d'action concret et un groupe de travail fédéral. Donc, ce que je dirais, c'est, pour donner suite d'ailleurs à ce qu'a dit Richard, c'est que ça prend une organisation qui est imputable. Il ne s'agit pas seulement de ressources. Est-ce qu'on veut vraiment faire ce travail? Est-ce qu'il y a une volonté? Il y a beaucoup d'organisations qui mettent de l'avant le besoin de faire ce genre de travail. On le disait bien avant la décennie. Donc, comment on peut appuyer toutes ces organisations menées par des personnes noires? Et que dire du mandat, de ce que nous faisons à la fonction publique? Est-ce que cela satisfait les attentes des collectivités? Le gouvernement peut mettre de l'avant beaucoup de programmes. Ce serait bien d'avoir une agence fédérale, un bureau de la sorte qui pourrait donner suite à toutes ces initiatives, coordonnées avec les provinces, les municipalités, les territoires. Ce serait un bon point de départ, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Thank you, Mohamed. Merci, Mohamed. Et vous, Anthony, qu'en pensez-vous? J'ai pas beaucoup à ajouter. Un bureau à mandat fédéral. Bon, des exigences de rapport. Données basées sur la race pour permettre l'analyse et une excuse officielle, je dirais. On perd sa crédibilité pour nous tous, fonctionnaires, ou pour toute initiative qu'on entreprend, quand on parle des choses de racisme ou de désavantage, sans en toutefois exiger, pas demander, mais exiger que le gouvernement présente des excuses officielles pour avoir participé dans la discrimination contre les personnes de descendance africaine. Bon, ça ne règle rien. Le voyage ne finit pas là, ce n'est qu'un début. Mais sans une reconnaissance directe de la sorte et de reconnaissance du fait que l'État y a participé en a tiré profit, cela remet en cause tout ce qui suit. L'engagement du gouvernement qui perd beaucoup de crédibilité, sinon même pas le courage de présenter des excuses pour ce qu'ils ont fait, par exemple, des programmes. Pourquoi 21 millions de dollars pour les entreprises noires? Bien, c'est parce qu'ils en ont besoin. Ah oui? Et depuis quand? Etc. Donc, il faut remonter dans l'histoire. Ben, c'est parce qu'il y avait des politiques de discrimination officielles. Hein? Alors, donc, on ne choisissait pas les Noirs. On ne leur permettait pas de faire ci ou ça. Alors, parlons de programmes. Donc, non. C'est un manque de respect de ne pas reconnaître. Et ça mine l'humanité des gens. Ou notre croyance que le gouvernement nous voit comme étant des êtres entiers de plein droit. Donc, je crois vraiment important que collectivement, nous institutions qu'une chose qu'on peut faire et qui est importante dans ce cadre, c'est de présenter des excuses. C'est pas si difficile que ça. Et le Canada est encore là, ça a été fait avant. Bon, ça peut créer des moments embarrassants, mais je crois vraiment que comme pays, c'est nécessaire. Donc, maintenant, ou plus tard, c'est chose importante de dire, et on va offrir des excuses. Et ça, c'est une mesure concrète qu'une agence ayant un mandat pourrait faire. Merci, Anthony. Je vais passer maintenant à Olive et ensuite Wayne. Olive, avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne vais pas tout répéter ce que tout le monde a dit, mais je vais vraiment revenir sur les excuses. C'est très important et je vais le redire encore une fois en français pour que ça soit clairement dit, en fait. Encore une fois, j'ai parlé des meilleures pratiques. On l'a déjà vu. Donc, c'est très important. C'est très important en termes de symboles.
pour pouvoir continuer. Et cette agence, quand elle sera créée, c'est un bon résultat de cette décennie. Ce serait quelque chose de visible et de réel. Et une fois créée, cette agence, ce que je pense, c'est qu'il faut que l'agence travaille sur le changement et l'adaptation des politiques qui nous gouvernent. C'est-à-dire que le rôle de l'agence sera de négocier et de sensibiliser les autres ministères et, comme j'ai dit, de travailler au niveau international, de s'assurer que les politiques soient ajustées. Vous savez, on a une bonne société. Nous sommes dans une société incroyable. Le Canada, c'est un pays qui est admiré à travers le monde. Et nous marchons rapidement. Des fois, les erreurs que nous faisons, c'est que des fois, on oublie certains membres de la société en arrière. Alors, c'est ça qu'on doit faire. On doit s'arrêter un peu et dire comment est-ce qu'on peut aller changer ce que nous avons oublié. C'est de ça qu'on est en train de parler. On est en train de dire, oui, nous sommes incroyablement bien, mais est-ce que nous pouvons nous rappeler qu'il y a des gens qu'on laisse en arrière? Et c'est ça le problème que nous avons avec les communautés noires, c'est qu'ils oublient que les politiques doivent être ajustées, doivent s'adapter à tout le monde, de façon qu'on n'oublie personne. Donc, cette agence doit négocier avec les autres ministères, avec les autres institutions pour dire, écoutez, vos politiques, là, ça doit être changé, ça doit être adapté pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est laissé en arrière. Et ça, je crois que l'imputabilité de cette agence devra aller directement au Parlement pour s'assurer que c'est le Parlement, en fait, qui fait les politiques, qui fait les lois, et on doit s'assurer que ça soit bien fait. Parce que quand on va très rapidement et qu'on met des actions ici et là, mais sans avoir changé les politiques, on revient toujours à la case de départ. Il faut vraiment voir c'est quoi les politiques publiques qui nous gouvernent et aux personnes, à toutes les personnes et surtout aux communautés noires dans le cas qui nous concerne maintenant. Merci beaucoup, Olive. Très à propos. Wayne. Wayne, avez-vous quelque chose à dire? Tous les commentaires faits par les autres collègues du panel sont tout à fait au point par rapport à ce qui se fait par la suite. Et pour donner suite au point d'Anthony d'aller de l'avant avec ces excuses, oui, c'est fondamental pour nous assurer que l'engagement pris sera vu comme authentique et suivi de mesures concrètes. Nous, dans le gouvernement, souvent, on ne veut pas prendre des risques. Hein. On pourrait peut-être travailler plus fort pour dire aux gens que, vous savez, peut-être qu'on pourrait concevoir cette agence et y penser, mais il y a un engagement qu'il faut prendre pour présenter les excuses. Et ça va au-delà des partis politiques. Et même nous, les fonctionnaires, nous devrions peut-être trouver un champion pour parler de comment ça peut opérer. De même que l'on peut avoir une collaboration de différentes façons. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, bon, c'est difficile d'inciter les gens à collaborer entre ministères ou divers groupes. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Et ma frustration, c'est que parfois on veut dire, bon, les choses vont bien, etc., mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il nous faut déclarer les choses telles qu'elles sont et dire que si le gouvernement veut se faire bien voir sur la scène internationale, qu'il fasse quelque chose qui va au-delà de la décennie en question des personnes d'ascendance africaine. Que seraient les excuses, par exemple, prenons le temps de concevoir cette institution fédérale et d'embarquer les Canadiens d'ascendance africaine dans le coup. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il nous faut essayer de continuer à exercer ces pressions, de faire avancer ces idées. En Nouvelle-Écosse, ce que je dis à mon équipe, comme toute petite équipe, c'est que nous devons prendre l'engagement de faire des choses qui créent un leg après la décennie. Et je le rappelle, si vous pensez que c'est trop petit pour faire la différence, tu n'as pas passé une nuit avec un moustique. N'abandonnons pas, quoi qu'on dise. Thank you. I'm just trying to see if this. Merci. Qu'est-ce qui fonctionne avec le système? C'est bon, je me tourne vers Richard maintenant. Vous serez très heureux, sans doute, d'entrer dans le dialogue ici.
Est-ce que vous inquiétez que la création d'une nouvelle agence fédérale ne ferait qu'ajouter une couche de bureaucratie de plus entre le gouvernement et plus d'actions concrètes? Qu'en pensez-vous? Excellente question, Myriam. Et ma réponse est un peu vis-à-vis, ça dépend. Le succès de toute initiative ou autre dépend du leadership. Si vous avez des leaders forts, leaders bien engagés, des gens qui veulent que ça se fasse, alors là, je n'aurai aucun problème face à ce genre de choses. Nous avons, au sein de la fonction publique, faire avancer la cause de l'équité envers les femmes, parce qu'il y avait des hommes engagés à ce que ça se fasse. On a un ministère entier voué aux enjeux des femmes. Et toute la question de l'équité sexuelle, d'ailleurs. Donc, je crois possible. On a eu un peu un défi avec le dossier autochtone et les ministères qui ont été créés pour régler ces questions qui ont une longue histoire, malheureusement. Et c'est un peu parallèle avec l'histoire des Noirs. Et ils ont plus de droits sur ces terres que nous-mêmes. Et quand j'entends nous avons peut-être construit le pays, mais avec la main-d'œuvre qui était déjà sur place, si je peux dire. Alors, ça dépend d'un leadership fort. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important que le leadership doit être dirigé par les Noirs et que ce leadership vise la réalisation de résultats concrets, tangibles, et pas seulement pour les Noirs ou les employés noirs ou autres, mais pour d'autres groupes. Si vous prenez soin des besoins des gens les plus vulnérables, les plus marginalisés dans toutes les places de la société, tout le monde en profite. Et pour ce qui est du rôle du secrétariat, je crois que le secrétariat joue un rôle qui doit être joué pour au moins lancer le bal. Il nous faut... Bon, ça fait 25 ans que je suis dans la partie, là, et on ne peut pas avoir d'institutions qui font partie de l'arrière-garde du statu quo, qui essayent de reconcevoir des initiatives qui exigent une transformation de la façon de traiter les gens, alors que le système établit le casque, si on veut, avec les Noirs et les Autochtones en bas, serait changé. Ça ne se fera pas. Les processus, par exemple, les ressources humaines visent à maintenir le statu quo. Donc, il faut autre chose pour faire avancer ce travail, quelque chose autre que les fonctions des ressources humaines ou des anciens systèmes de ce que le gouvernement fait et a toujours fait. Donc, le secrétariat qui serait mis en place pour le moment présent, c'est un moment historique d'ailleurs, et qui pourrait faire un changement parce que tout le monde maintenant dit la vie des Noirs compte. Bien sûr, les institutions du gouvernement sont les tortues dans la course, là. Chez nous, on a même été à l'avant-scène de parler de cette décennie depuis longtemps et on sait exactement ce qui doit être fait. On peut avoir ces conversations avec les gens pour voir le développement d'un secrétariat ou même. Et donc, c'est même encourageant d'avoir certaines des recommandations qu'on se font ces dernières années au sujet d'un réseau d'employés noirs et qui fleurit dans l'ensemble de la fonction publique. Dans la création d'équipes pour faire face à tout cela. Et des secrétariats et groupes de travail pour qui luttent contre le racisme dans divers ministères et agences. C'est très encourageant dans un moment où on cherche du leadership et des mesures concrètes. Et je crois que cela crée une occasion pour que le changement commence à se faire d'elle-même. Je vois des mesures possibles, par exemple, à la Défense nationale pour ce qui est du recrutement de groupes minoritaires. Tout le monde devrait donc considérer les succès remportés par la Défense nationale en la matière et peut-être d'autres ministères et agences vont suivre. Le système lui-même changerait alors. Et les agences centrales qui suivent d'ailleurs un peu ce que les meneurs, les champions vont indiquer comme voie à suivre. Donc, une approche qui affecte l'ensemble de la fonction publique. Je ne crois pas que c'est si difficile que cela. Ça demande du leadership, oui, et une vision et un peu de créativité.
Et bien entendu, comme je l'ai déjà dit, ce qui est critique, c'est que des Noirs comme nous soyons à la table, hein, pour nous assurer que nos voix sont bien entendues et que l'on contribue à la conception et au succès potentiel de tout ce qui nous vise nous-mêmes. Myriam, micro, s'il vous plaît, vous êtes en sourdine. Myriam, you're still on mute. Myriam, vous êtes en sourdine. Bon, on dit que je ne suis pas en sourdine. Est-ce que je suis encore en sourdine? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on peut vous entendre. Bon, c'est le système, que voulez-vous? Le participant dit « Il manque beaucoup d'informations sur l'histoire du Canada. Il y a eu l'esclavage des personnes d'ascendance africaine et ça n'apparaît pas dans le matériel didactique. Comment s'assurer qu'on accorde l'espace spécial à ce sujet dans les programmes d'éducation? » Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Wayne et ensuite à Olive. En Nouvelle-Écosse, on a inclus dans les études canado-africaines des parties des sujets à l'école secondaire. Et il y a maintenant le ministère de l'Éducation qui veut inclure cette idée d'études afro-canadiennes même au niveau primaire. C'est une occasion, car on est quand même une petite province et c'est facile pour nous d'être en rapport avec les centres d'enseignement. Et ces centres locaux mettent l'accent sur les enfants, que ce soit au primaire ou au secondaire, et ils peuvent aller au-delà du mois des Noirs de février. Donc, on veut s'assurer que le programme décrive bien qui nous sommes. Il y a beaucoup d'organisations communautaires qui enseignent et ils croient qu'il est important que les membres de la collectivité puissent faire des présentations et collaborent avec des groupes comme les scouts, par exemple, car on a, nous, une histoire riche et il faut qu'on en parle comme toutes les parties de l'histoire canadienne. Je vous redonne la parole. Merci. Olive, vous avez la parole. Sur la lancée que j'avais tantôt, de parler des politiques. Alors, comme vous savez, n'importe dans quelle matière, que ce soit l'éducation, que ce soit le logement, il faut toujours voir c'est qui fait ces politiques-là. On ne peut pas avoir le côté qui enseigne l'histoire des Noirs si les gens qui fabriquent les politiques d'éducation, les gens qui fabriquent les curriculum vitae il manque les personnes noires autour de la table. C'est vraiment la partie la plus importante, c'est de s'assurer que parmi les gens qui font les politiques, parmi les gens qui décident qu'est-ce qui va être étudié, quel type de programme on va mettre à tous les niveaux de tous les échelons de l'éducation, que ce soit en maternelle, au primaire, au secondaire, à l'université, au collège. Il faut que les gens, les communautés noires, les membres de communautés noires soient autour de la table. Qui décide les types de livres, ce qui va aller dans les livres qu'on va enseigner? Maintenant, vous savez, comme vous le savez, il y a toujours ces enjeux-là autour de la façon que du contenu des livres que nous présentons à nos enfants. Et il y a des contenus qui sont caractérisés de racistes. Est-ce qu'on va toujours dire à la personne qui a écrit ce livre-là qu'il était coupable? Peut-être pas, parce que la personne n'avait pas cette intention-là nécessairement. Mais c'est qui choisit le type de livre que nous mettons devant nos enfants? Ce sont justement à ces endroits où manquent les personnes issues des communautés noires pour dire « Eh, vous savez quoi, ça c'est peut-être pas le bon livre à mettre à tel niveau scolaire. » Les universités, si on y pense, on a maintenant, vous savez, on est une société assez informée, assez éduquée, assez intelligente. On sait déjà comment faire les choses. On a les études féministes.
Mais pourquoi on ne peut pas prendre cet exemple-là et penser justement à parler de l'histoire des Noirs dans nos universités, à faire des départements qui s'occupent à enseigner cette science-là? Donc, il faut qu'on soit autour de la table, il faut qu'on soit autour de la table des universités. Il faut que les communautés noires soient considérées à tous les niveaux et c'est justement au niveau du changement des politiques que ça doit se faire. Qui nomme toutes ces personnes-là, souvent qui sont nommées autour des conseils d'administration, c'est nos gouvernants. Donc, nos gouvernants doivent changer leur façon de voir les choses et se rappeler que ça a marché pour les femmes, ça peut marcher pour les hommes, même si les femmes, on n'est pas rendu là encore, mais quand même, beaucoup de progrès se sont faits. Il faut qu'on prenne les mêmes leçons pour s'assurer qu'on les applique pour les communautés noires. Donc, c'est vraiment au niveau des changements des politiques et des changements de posture pour les au niveau des gouvernants. Parfait. Donc, je vais peut-être passer à la prochaine question qui est dirigée à Anthony. So, Anthony, this is a question for you. The person... Antoine, la personne se demande comment encourager une excuse, comment contacter les députés, est-ce qu'on doit préparer une pétition et comment on peut participer à toutes ces initiatives? C'est une bonne question. Il y a différentes initiatives communautaires partout au pays. Il y en a une en particulier que je connais bien et à laquelle j'ai participé. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bonnes, mais je veux vous parler de mon savoir. La société, ou le président de la Société de l'histoire des Noirs, Natasha Henry, a essayé d'encourager la prononciation d'une excuse en Ontario, entre autres. Il faut parler d'excuses à Natasha Henry et la Société de l'histoire noire de l'Ontario fait des efforts en ce sens pour obtenir des excuses, mais oui, il peut y avoir des pétitions ou d'autres activités. L'important, c'est qu'on soit de plus en plus conscient de cela. Il faut en parler à nos enfants. Dire que ça prend une excuse. Je vois pas pourquoi le pays, le Canada, ne pourrait pas faire cela. C'est la chose à faire. Richard. Oui, eh bien, je serai bref. Depuis quelques années déjà, comme Anthony l'a dit, plusieurs initiatives ont été mises de l'avant, auprès des gouvernements pour qu'on parle de réparation, de recours dans le cadre de cette décennie. Les excuses, c'est en haut de la liste, mais il y a d'autres choses que le gouvernement pourrait faire au sein du groupe spécial qui a présenté des recommandations et qui a visité le Canada. Nous sommes à la croisée des chemins et il faut maintenant se tourner vers les conséquences à long terme de nos travaux aujourd'hui. Il faut que le gouvernement essaie de réagir en adoptant une approche holistique. On parle de millions de dollars, de 200 quelques millions de dollars qui a été annoncé tout à l'heure pour l'entrepreneuriat des Noirs. C'est une forme de recours, c'est un pas dans la bonne direction pour corriger les erreurs du passé, pas seulement en donnant de l'argent aux gens, mais en mettant de l'avant de l'argent qui aidera à une transformation communautaire. On veut apporter des changements au gouvernement. Il faut amener des changements institutionnels pour participer de façon plus active dans notre société. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question, car on aura le temps pour une seule autre question après. Allez-y, Mohamed. Je voudrais ajouter un élément de réflexion.
On parle de partenariat et je m'inclus là-dedans, c'est sûr. Mais certains d'entre nous ont participé à la prise de décision par le passé. Il est donc important pour nous de nous faire entendre. Écoutez, c'est pas compliqué. Il y a eu des percées dans d'autres dossiers compliqués par le passé. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver ici. Mais est-ce qu'on veut vraiment faire une introspection, réfléchir et en parler à nos collègues, à nos employeurs? Ce ne sont pas que ceux qui sont touchés par cela dans leur vie personnelle jour après jour de faire des efforts. Nous aussi, qui voulons appuyer leurs efforts, devons se faire entendre aussi fort que possible. Bon, c'est peut-être pas aussi simple pour les personnes qui vivent ces choses-là au quotidien. Nous, on occupe un espace important dans cette conversation quand même. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant qu'on passe à la dernière question? Très rapidement, on a parlé d'alliés et je vais parler aussi des groupes qui se sont battus avant nous, c'est-à-dire par exemple les femmes, les groupes des femmes. Et ça, moi, j'en suis émue parce que évidemment, je fais partie du groupe des femmes, mais aussi c'est important de penser, vu qu'on sait quel type de travail nous avons fait pour y arriver. Quel type de travail qu'on a fait pour y arriver. C'est aussi important de considérer, par exemple, parmi les femmes, quand on se bat, de considérer aussi les groupes, par exemple, les groupes des Noirs, des groupes de femmes noires à l'intérieur des groupes des femmes. C'est aussi important d'aller diviser, s'assurer que ces groupes-là qui se battent aussi pour les sous-groupes qui sont à l'intérieur. Je voulais ajouter ce petit point-là. Parfait. Merci, Olive. So the last question we're having, and La dernière question, et je vous demanderai d'être bref. Il y a cette loi sur l'équité en matière d'emploi au Canada, mais il semble que ce ne soit pas appliqué correctement à la fonction publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut prendre la parole? Je serai bref. En Nouvelle-Écosse, on veut en arriver à des pourcentages d'embauche. Par exemple, les gens peuvent s'identifier lors de la demande d'emploi et à la fonction publique néo-écossaise, on se demande est-ce qu'on a un bon pourcentage de personnes noires ou de personnes d'ascendance africaine? Pouvez-vous, par exemple, nous présenter 4 curriculums de personnes d'ascendance africaine versus un autre groupe, par exemple les Européens, les gens d'origine européenne. Donc, on peut en arriver à l'équité si on ouvre la porte à davantage de candidats et candidates du groupe. On ne veut pas dramatiser, on veut simplement donner des occasions aux personnes d'ascendance africaine d'être entendues par les panels de sélection. Il y a 2 ministères qui vont lancer une telle initiative. On pourrait continuer encore longtemps, car cette question suscite beaucoup d'intérêt et de questions. Malheureusement, c'est la fin de la période de questions. Je vous remercie tous d'avoir partagé vos questions et commentaires. Et au nom de l'école, je remercie Mohamed, Olive, Wayne, Anthony et Richard d'avoir participé à cette discussion. J'aimerais également remercier tous les participants et participantes virtuelles qui ont participé à l'événement. On a parlé du contexte historique de cette décennie, mais il faut penser au-delà de la décennie, se tourner vers l'avenir et on peut s'inspirer de ce qui a été fait avant nous.
On nous a parlé de ce qui se passait à l'échelle locale, régionale, provinciale, pour justement mettre fin au racisme systémique anti-noir. En Nouvelle-Écosse, on a la communauté noire la plus importante au Canada. Ils nous ont présenté les piliers de la décennie. La leçon, c'est qu'il est essentiel d'entendre ces voix et ces groupes dans le cadre d'un plan d'action fédéral à la fonction publique. Comment être un allié? Appuyer les initiatives de reconnaissance de justice et de développement de la décennie et au-delà de la décennie, appuyer la mise en œuvre d'un plan d'action national pour lutter contre le racisme au travail. Naturellement, il y a du racisme au Canada et nos panélistes ont dit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Ce qui arrive aux États-Unis peut arriver n'importe où. Il faut garder cela à l'œil et il faut faire attention au racisme systémique et à la discrimination. On devrait tous viser une société plus égalitaire et inclusive. Il faut agir maintenant. Profitons de cet élan et que cela devienne sempiternel pour que les futures générations vivent dans un monde de diversité à tous les niveaux. Moi aussi, j'ai un rêve comme Martin et vous aussi. Il faut que ces rêves deviennent réalité grâce à nos actions et nos mesures. J'espère que vous avez aimé cet échange d'aujourd'hui. Je vous encourage donc à compléter l'évaluation électronique que vous recevrez dans les prochains jours. L'école a plusieurs événements à vous offrir, alors n'oubliez pas de consulter régulièrement son site web pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et pour vous inscrire à d'autres occasions d'apprentissage. On September 21st, we will be hosting the next event. Le 21 septembre, il y aura le prochain événement de cette série de lutte contre le racisme, Jour de respect 2020. Le premier, les vies noires comptent, antiracisme, discrimination et préjugés inconscients. Enregistrez-vous sur la page et merci encore et bonne journée à tous. Au revoir.